Voilà, la question sur M. Daniel Ebondo, c'est une question un peu difficile parce que M. Daniel Ebondo, il est chrétien. M. Daniel Ebondo, il est pasteur de formation. M. Daniel Ebondo, il est informaticien. M. Daniel Ebondo, il est enseignant. M. Daniel Ebondo, il est écrivain. C'est l'ensemble de tout ça qui forme M. Daniel Ebondo. Sauf au moins s'il y a une autre question pour expliquer en réalité M. Daniel Ebondo. Voilà. D'abord, la carrière enseignante, je l'ai commencé depuis 2007. 2007, j'ai commencé la carrière enseignante. Mais bien avant cela, je suis diplômé d'État en pédagogie. Je suis un fils d'un enseignant. Et c'est en 2007, après mes études universitaires bien sûr, que j'ai eu à commencer l'enseignement dans le monde, dans les options mathématiques et informatiques. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, en 2022, pratiquement 15 ans dans le monde, dans la carrière enseignante. Mon plus grand exploit durant ma carrière enseignante, c'est que Dieu m'a fait grâce. Les élèves que j'ai eu à enseigner en 2007, aujourd'hui, ce sont des responsables. Et quand je les croise en route, ils me sont vraiment respectueux. Et ils contribuent au changement de la société congolaise, bien sûr. Et parmi mes exploits en tant qu'enseignant, c'est d'abord la formation. Je donne une bonne formation chez les apprenants et ce sont les apprenants qui me défendent aussi valablement, même à la cité, dans la vie courante ou dans la vie sociale. Et à part ça, j'ai eu aussi à contribuer en rédigeant de livres par rapport à la profession ou au domaine informatique. Dans mon parcours enseignant, ce qui m'a marqué, c'est que chaque jour de ma vie, j'apprends. J'apprends de nouvelles choses chez moi, j'apprends de nouvelles choses chez les élèves aussi. Ça veut dire chaque jour qui passe, Dieu me fait grâce d'apprendre au moins quelque chose dans ce domaine d'enseignant ou d'enseignement. J'apprends au moins quelque chose de nouveau. Ça, c'est un exploit pour moi. En tant qu'enseignant, les plus grands conseils que je donnerai aux élèves, c'est que eux-mêmes doivent prendre au sérieux leurs études. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui fera cela à leur place. Ça, c'est un des deux. Pourquoi ils doivent prendre au sérieux leurs études? Pour essayer d'échanger un peu plus tard l'avenir qui leur appartient. L'avenir de ces grands pays, la RDC, appartient à ces élèves-là. C'est pourquoi je les demande d'être sérieux, de prendre au sérieux leurs études et de voir comment ils pourront contribuer au changement positif de ces pays demain ou après-demain. Parce que la situation dans laquelle le pays est en train de passer ou de traverser, le pays n'a pas une très bonne réputation. Bon, je me rappelle depuis les humanités, nous on a fait les humanités de l'époque, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et c'est quand j'étais en deuxième des humanités, deuxième secondaire, aujourd'hui on appelle huitième. À cette époque-là, je faisais de beaux dessins. J'aspirais vraiment au dessin. Et à l'époque-là, j'ai demandé à mon papa déjà de faire l'Académie des Beaux-Arts. C'était l'un de ses collègues qui lui a dit non, je trouve que votre enfant a le talent d'enseignant. Il peut bien affronter ou bien embrasser la carrière d'enseignement. Et à ce moment-là, à partir des beaux dessins que je faisais, le prof là, je me souviens bien, c'est monsieur Kaïté. S'il est toujours là, hommage à lui aujourd'hui. Ce monsieur-là, il m'a encouragé, il était pour moi comme un coach, pour que je devienne un très bon enseignant. Et j'ai fait la pédagogie, c'est la chose qui m'a poussé à faire même la pédagogie, qu'on a appelée HP, Humanité Pédagogique. J'ai eu à évoluer dans ça, jusqu'à décrocher mon diplôme d'État, et après là, il fallait que je fasse l'ISP. Et voilà, il a eu à bien réfléchir. Il y a un autre qui me conseillait de faire le droit à l'université, mais lui là, il tenait à ce que je devienne un enseignant.
Et voilà, il n'a pas tapé à côté. Je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de témoignages qui prouvent que je suis quand même un bon enseignant. Pour moi, l'enseignement, c'est une vie. C'est un appel pour moi. Je sens que même si je vais faire autre chose, je peux faire des choses à gauche, à droite, mais dans tout ce que je ferai, vous remarquerez qu'il y a du talent, il y a un élément ou toujours des indices de l'enseignant. Il y a toujours les indices de l'enseignant. C'est-à-dire l'enseignement pour moi, c'est resté presque une vie. Même si j'ai changé de profession, même si j'ai quitté l'école, je suis à l'église. Même à l'église, j'enseigne. Partout que je me retrouve, j'enseigne. Dans la société, j'enseigne. D'où je suis appelé à enseigner. L'enseignement pour moi, c'est une vie. Ce qui m'a poussé à me lancer dans la littérature, c'est... Il y a toute une histoire derrière cette histoire-là. Permettez la tautologie. Ce qui m'a poussé à me lancer dans la littérature, premièrement, c'est la pauvreté. Permettez-moi de dire ça. Pourquoi je dis ça fait rire, oui. C'est la pauvreté. La pauvreté m'a inspiré à écrire. Comment ça? Je me souviens bien, je me suis marié en 2011. Juste après le mariage, je n'ai jamais oublié, 9 jours après le mariage, j'ai travaillé dans une école catholique dirigée par Alba. Là, en tant que jeune, je recevais un salaire. Je recevais aussi par mois un sac de farine. J'avais presque une vie un peu équilibrée. Mais après, 9 jours après mon mariage, j'ai été viré de cette école-là, de cet établissement. J'avais la femme à la maison, moi là-bas, un jeune responsable, mais pas d'emploi. Je me suis débrouillé pour trouver l'emploi. L'emploi que j'avais trouvé, je me réserve de citer le nom de l'école. J'enseignais dans une école là. Si je me souviens bien, on me payait 80 $ par mois. Dans le 80 $ par mois, je suis chrétien. J'aime vraiment honorer Dieu dans tout ce qu'on a eu à signer avec Dieu comme engagement. J'aime honorer et respecter. Imaginez, dans le 80 $, il fallait payer la dîme de Dieu, qui est de 8 $. Je me suis retrouvé avec 72 $. J'ai payé le loyer de 60 $. J'ai pris 60 $, j'ai payé comme loyer. Je me suis retrouvé avec 12 $ à la main. Et les 12 $ devraient me servir, moi, comme argent de transport pour aller au service. Dans les 12 $, les besoins de la famille. J'étais déjà marié, comme je le disais. J'attendais, ma femme attendait maternité ou attendait l'enfant qui devrait venir. Non, pas 9 jours. C'est-à-dire, j'ai essayé d'expliquer l'histoire. 9 jours après, je n'ai pas eu l'emploi. S'il faut réexpliquer, 9 jours après, je n'ai pas eu l'emploi. Il fallait me battre pour trouver l'emploi. J'ai trouvé l'emploi, j'évoluais dans cette école-là. Et en évoluant dans cette école une année ou 9 mois, ma femme était déjà grosse. Il fallait avoir l'enfant et tout ça. Et voilà, on vivait dans une grande souffrance. Je ne pense pas que quelqu'un peut accepter vivre avec 12 $ le mois. 12 $. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour créer quelque chose de ressources ou une seconde source de revenus. Du coup, j'ai eu l'inspiration, j'ai essayé de 2007 en 2009, j'ai récolté les idées pour écrire un livre qui cadre avec l'informatique. Pourquoi? Parce que dans tous les parcours informatiques, je n'ai pas vu d'écrivain informatique ou d'écrivain. Bon, on avait seulement les programmes du cours d'informatique, mais malheureusement, les livres n'existaient pas. Je me suis dit alors, je vais écrire les livres pour les vendre, afin d'avoir de l'argent. C'était ça l'objectif. J'avais écrit à l'époque mon premier livre d'informatique avec l'objectif de les vendre afin d'avoir un peu de l'argent pour survivre ou pour compenser sur les 80 $ que je recevais déjà. C'est là que j'ai eu
l'inspiration d'écrire. Et je me réveillais chaque jour dès 22 heures. Donc dès que je quitte le boulot à 16 heures, je faisais un effort de dormir à 20 heures pour me réveiller à 22 heures. De 22 heures à 4 heures, j'écrivais à main levée. Je n'avais pas d'ordinateur, mais j'écrivais à main levée. C'est là que j'ai eu à apprendre comment écrire. Au fur et à mesure que j'évoluais, c'est là que j'ai eu à approfondir vraiment l'écriture. Mais l'idée principale, c'était celle de produire un livre afin d'avoir des revenus. Et mon premier livre a 523 pages, le livre d'informatique. Je l'ai intitulé « Comment enseigner l'informatique en 5e et 6e commercial et informatique ». Voilà, comme toute œuvre, c'est une œuvre scientifique, il fallait l'officialiser. Déjà, c'est comme qui dirait, je suis en train de raconter l'histoire de mon premier livre, l'histoire sur ma vie en tant qu'écrivain. Ce n'était pas facile pour moi de publier les livres-là. Les livres, je les terminés en 2013. Maintenant, pour les publier officiellement, que je sois connu comme écrivain officiellement, parce que là, il faut acheter les numéros de dépôt légal, tout ça, il faut que l'État valide votre livre. Ce n'était pas facile. Trouver une maison d'édition, ce n'était pas facile. Ça m'a pris au moins 4 ans de recherche d'information. 4 ans. Je me suis mis à chercher cette information-là pendant pratiquement 4 ans. C'est en 2017 que le livre a été publié. Et là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Là, ça m'a poussé à créer une entreprise, et derrière cette entreprise ou dans cette entreprise, il y a un service que j'ai appelé les éditions. Pourquoi? Pour aider tous ceux-là qui sont passionnés par la lecture et l'écriture aussi à publier ou à être édités facilement. Je crois que j'ai répondu. Le cinéma, c'est ma passion. Pourquoi j'ai dit c'est ma passion? Parce que depuis mon enfance, bon, au moins pour cette génération d'aujourd'hui, la génération que j'appelle la génération Android, là où les choses sont un peu faciles. À l'époque, nous on avait des petits postes téléviseurs là en noir et blanc. Pour les avoir, il faut que ton papa soit peut-être de la GECAMIN, un peu une classe moyenne. Mais mon papa, moi, il était enseignant, on n'en avait pas. Et à l'époque, là, il y avait les maisons qu'on pouvait appeler les maisons de cinéma. Là où devant vous trouvez un tableau, on a écrit film 14h, 10h, 16h, ainsi de suite. Et mon grand-père en avait. Qu'est-ce que je faisais chaque jour? Je fouillais de chez moi, surtout si c'est le samedi là où il n'y a pas cours. Je quittais chez moi le matin pour rentrer à la maison le soir. Pourquoi? Parce que j'avais juste le souci de suivre les films. Et quand j'ai quitté, je m'asseyais à la télévision là, dans des salles de cinéma là chez mon grand-père, d'Ibaya. On l'appelait Ribaya. Vous qui êtes à Kipushi, vous pouvez les connaître facilement. J'entrais là-bas de 10h pour suivre les films de 10h, de 14h, de 16h. C'est quand j'ai fini de suivre les films de 16h, c'est alors que je devrais maintenant rentrer à la maison. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, mon papa me fouettait. Nous sommes au nombre de 7 dans ma famille, mais je suis l'homme le plus fouetté de la famille. Tout ça, l'homme qu'on a fouetté, vous n'avez pas idée. Et bon, c'est au fait la discipline de mon papa qui m'a rendu aussi l'homme le plus discipliné aujourd'hui. Mes frères qu'on ne fouettait pas, ils sont un peu chacun dans ses deals. Pour ne pas trop les accuser aussi. C'est aujourd'hui que j'apprends maintenant le cinéma. J'essaye de professionnaliser ce qui était ma passion. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est en étant passionné d'une chose que l'on finit par devenir professionnel de la chose. C'est M. Daniel Ebondo qui a dit ça. Voilà, dans le futur, surtout dans mon pays, la RDC, beaucoup de jeunes sont passionnés du cinéma, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment participer dans les tournages, ils ne savent pas comment réaliser leurs rêves en tant que cinéaste aussi. Dans le futur, je souhaite avoir mon entreprise TTM. Je souhaite faire de cette entreprise aussi une maison de production. Je souhaite commencer à réaliser le cinéma dans des salles, comme Marvel le fait. Marvel m'inspire beaucoup. Je suis passionné du cinéma, mais j'aime plus suivre les films de Marvel et aussi de ses comiques.
Beaucoup de films que Marvel réalise, ça se passe dans la salle. Dans la salle sur les fonds verts. C'est au fait ça ma vision dans le monde du cinéma. Même pas que je sois moi-même acteur, mais que j'aide les autres, que je produise les autres à devenir meilleurs cinéastes, vu que moi j'ai eu à rater, bon, pas complètement rater cette opportunité, oui, mais à coacher beaucoup plus les jeunes à devenir les meilleurs cinéastes. Bon, dans mon pays déjà, j'ai eu à discuter avec les divisionnaires de l'art et culture en RDC. Il me dit que déjà là, à partir de la tête, on ne finance pas ces domaines-là. La culture n'est pas trop financée. Ça, c'est un des deux. Les cinéastes eux-mêmes, ils se produisent eux-mêmes. Ça, c'est une maladie. Ça ne permettra pas d'avancer l'œuvre. C'est pourquoi nous-mêmes, quand nous produisons nos films, nous sommes obligés de prendre le film, de faire nous-mêmes la promotion, de le mettre sur YouTube parce que c'est le moyen le plus facile. Déjà, en mettant le film sur YouTube, le film devient gratuit et ça valorise, ça dévalorise l'acteur, ça dévalorise les producteurs, ça dévalorise toutes les personnes qui ont eu à participer pour finir la production de ces films-là. C'est pourquoi je souhaite à ce que dans les jours à venir, si Dieu me fait grâce, je devienne même ministre de la Culture. Là, il y aura un budget pour chaque catégorie de l'art. Parce que le cinéma est le 7e art, mais on a constaté que parmi les 7 arts dans notre pays, il y a des arts là qui sont plus privilégiés que le cinéma. Le sport est plus privilégié que le cinéma. Et la musique est plus privilégiée que le cinéma. Le cinéma est un peu, on dirait, rejeté, négligé. Je souhaite qu'on valorise ça. Voilà, je suis pasteur de formation, théologien, parce que dès le départ, dans l'idée de mon papa souhaitait que je devienne un prêtre catholique. Il a commencé à me coacher, il m'a donné même un mentor, paix à son âme, au prêtre qui est déjà décédé. Et c'est au fait ça. Je suis en train de continuer la vision de mon papa sous un autre angle. Parce qu'il est dit quelque part que l'enfant qui manque de vision n'a qu'à continuer celle de son père. J'ai aimé me marier, bien sûr, mais il ne fallait pas que j'abandonne la vision de mon papa. Mon papa souhaitait que je devienne un religieux. Mais heureusement pour moi aujourd'hui, je ne suis pas seulement religieux, mais je suis d'abord chrétien et aussi pasteur. Dans ma vision, j'appartiens à la communauté qu'on appelle les ministères Génération Joël. Je souhaite avoir aussi un beau temple avec beaucoup de fidèles. Là, je vais enseigner maintenant les Écritures. Je vais enseigner, je vais coacher, je vais édifier le peuple de Dieu. Ça, c'est au fait ma vision. C'est celle que j'ai pour l'instant. Sauf si au moins Dieu m'a donné une autre vision, au-delà de celle que j'ai. Ce que je pense du monde informatique, peut-être je peux essayer de réfléchir autrement à la question. Ma contribution au monde informatique. Vous souhaitez que je contribue avec quoi dans le monde informatique? Bon, déjà dès le départ, je concevais, je faisais de la programmation, je concevais les jeux vidéo. C'était ça qui était ma part de contribution dans le monde informatique. C'est un projet que j'avais commencé, malheureusement ou heureusement, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'étais à Fungurume, les voleurs sont entrés chez moi à la maison, ils ont volé l'ordinateur, ils ont tout volé. Et sur cet ordinateur, il y avait déjà les premiers prototypes des jeux vidéo que j'ai concevés. Les amis qui sont dans le monde de la programmation connaissent bien, la programmation n'est pas facile. Et surtout, programmer les jeux vidéo, c'est pas vraiment facile. J'ai repris encore l'énergie, le courage, tout ça. Je me suis relancé à nouveau dans la programmation. J'ai mis tous les projets dans un disque dur. Heureusement ou malheureusement, j'arrive à Lubumbashi. Je souhaitais déjà produire mon premier jeu vidéo. Malheureusement ou heureusement, un frère de l'église que je connais bien, que le Seigneur Jésus-Christ le pardonne, parce que moi je l'ai déjà pardonné, il m'a volé mon disque dur.
Et surtout qu'à l'église, chez nous, à la génération Joël, on connaissait que j'étais informaticien. Bon, je ne sais pas quelle était l'idée de ces frères-là. Il m'a volé les disques durs. Ça m'a découragé. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment prioritaire pour moi de me relancer encore dans la programmation. J'ai changé de vision. Sauf si Dieu renouvelait encore l'énergie, la force de reprendre la programmation, je vais finir par produire mon plus grand projet. Bon, comme tout enfant, le plus grand rêve de tout enfant, c'est de grandir. Je me voyais déjà grand, marié, père des enfants. Et c'est quand on grandit, on constate qu'il y a des plus grands rêves que celui de grandir. Hein? Parce qu'en grandissant, la vision change, les idées changent, les projets aussi changent. Sauf si vous me posez une autre question de savoir quel est mon plus grand rêve dans les jours à venir. Là, je vais répondre. Mais mon plus grand rêve d'enfance, c'était celui de devenir grand, de finir ses études aussi. Dans les jours futurs, dans les jours à venir, mon plus grand rêve, c'est d'être l'homme du média. Quand je dis de média, ça veut dire, j'arrive à un endroit, je vois 4 caméramans me suivre pour m'interviewer. Pour m'interviewer sur un sujet, sur les cinémas, sur l'évangile, la parole de Dieu. Pasteur Daniel, qu'est-ce que vous dites? La Bible dit ça. Je me vois sur plusieurs chaînes de télévision. Je vois les gens en train de me suivre partout dans le monde. C'est au fait ça. Et pour arriver à cela aussi, j'envisage faire de ma petite entreprise TTM Sahel une grande maison de production, pas seulement de production cinématographique. Ça peut produire aussi les clips, donc des productions vidéothèques, si je peux dire ça. Voilà. Bon, beaucoup de gens interprètent le mot influenceur autrement. J'aime déjà influencer les élèves que j'encadre. J'aime que je sois un modèle pour plusieurs. C'est au fait ça, que je sois quand même un modèle pour plusieurs. Pas seulement influenceur sur TikTok, non, non. Sur les médias sociaux, non, non. Influenceur, même les autres, les grands hommes, quand ils me verront, qu'ils sentent qu'en moi, il y a un grand homme qui est en train de monter, qui est en train de se réveiller. Voilà. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, Monsieur Daniel, malgré les problèmes, vous êtes toujours souriant. C'est quoi votre secret? Bon, les bonheurs, j'ai compris, je suis arrivé à un niveau de la vie où j'ai compris que les malheurs, tout comme les bonheurs, dans ce monde ici, sur cette terre des hommes, c'est un choix. C'est un choix. Tu choisis d'être malheureux, tu vas vivre les malheurs dans ta vie. Tu choisis de vivre les bonheurs et d'être heureux, et tu vas vivre les bonheurs dans toute ta vie. C'est pourquoi moi, je sais que les difficultés sont toujours là. Les problèmes sont toujours là. Et moi qui vous parle, j'ai une liste de problèmes. Si j'essaie de vous expliquer, peut-être vous pouvez avoir même les larmes aux yeux. Peut-être vous pouvez fournir un effort de compatir avec moi. Mais les problèmes sont là. Je les prends, je les mets à l'écart, je les mets de côté. Mais je reste objectif sur ma vie et j'avance avec la joie, j'avance avec le bonheur. Et je fais toujours un effort de partager la joie que j'ai avec les autres. C'est pas que je fais semblant à mes problèmes. Non, non. Il y a un moment là, je me concentre maintenant pour réfléchir sur mes problèmes et voir comment apporter toujours des solutions à ces problèmes-là. Voilà. Pourquoi je dois abandonner? Il n'y a jamais eu un problème qui peut nous dépasser. Si un problème arrive, nous devons déjà savoir que derrière ces problèmes-là, il y a une solution. Derrière chaque problème, il y a une solution. Comme je l'ai toujours dit, un problème, il est problème lorsqu'il y a un problème sans y apporter des solutions. C'est là qu'il y a un problème. J'ai réfléchi comme un concepteur de jeux vidéo. Celui qui conçoit les jeux vidéo, il y a des étapes. Chaque étape, par moment, quand nous arrivons devant une étape, nous croyons que l'étape là est plus difficile. Si vous vous mettez dans la peau du concepteur, il n'y a aucune étape qui est difficile dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que c'est supposé que le concepteur lui-même, il a eu à jouer à ces jeux-là et à cette étape-là, il a réussi. C'est pareil pour la vie. Notre concepteur, c'est lui qui nous a conçus, notre créateur,
il a eu à vivre déjà cette vie que nous avons aujourd'hui. Les étapes difficiles de cette vie. Jésus-Christ, oh Dieu le Père lui-même, il a eu à les affronter. Pourquoi ça sera difficile pour moi? C'est pourquoi chaque fois que je suis en face de l'échec, j'ai fait un effort d'apprendre de cet échec-là les opportunités pour affronter l'échec et affronter les difficultés afin de réussir. Bon, c'est comme un secret que je partage aussi avec vous. Monsieur Daniel Ebondo, il est parent. Déjà, je vous informe, je suis parent de 6 enfants. Deogracias, Acacias, Narcias, Yeltansias, Blessing et Gloriel. Ce qui est vrai, c'est en fait avoir des objectifs. C'est pourquoi chaque fois je parle à mes élèves d'être objectif. Ça veut dire quand je quitte l'école, dès que je quitte l'école, j'arrive à la maison. À la maison, je ne suis pas professeur ou enseignant. À la maison, je dois me comporter comme un père des enfants. Je dois me comporter pas seulement comme un père des enfants, je dois me comporter comme l'époux d'une épouse. Ça veut dire là, je change de casquette automatiquement. C'est pourquoi que ça ne vous étonne pas. Il y a par moments les amis qui me suivent sur YouTube. Ils me voient avec mes enfants, en train de rigoler avec mes enfants, en train de partager avec mes filles. Là, je ne suis pas enseignant. Là, je suis parent d'une fille, parent des enfants. Je dois me comporter comme un père. Je dois rigoler avec mes enfants comme tout parent qui rigole avec ses enfants. Je dois causer avec mes enfants comme tout parent qui cause avec les enfants. Je dois causer avec mon épouse, rigoler avec mon épouse comme tout époux qui rigole avec son épouse. Je quitte la maison, je pars à l'école. Là, je change de casquette. Déjà en route, je prends une autre casquette. À l'école, j'entre, je suis enseignant. Même si j'ai mon élève en moi que je dois enseigner, plutôt mon propre enfant que je dois enseigner, là, il n'est pas mon enfant, il est élève. Tous les élèves au même pied d'égalité. Je me comporte comme tel. Je quitte l'école, je suis à l'église. À l'église, je suis un père spirituel de beaucoup de fidèles. Là, je suis appelé à écouter tous les fidèles. Je suis appelé à les nourrir spirituellement. Ça veut dire j'ai beaucoup de casquettes. C'est le Saint-Esprit qui me permet un peu de gérer le tout. Bon, ce qui est vrai, ce n'est pas facile pour toute femme hein, d'accepter que son homme puisse faire le cinéma. Hein. De la nature de la femme, elle est possessive. Quand elle aime, elle souhaite s'approprier de la chose qu'elle aime ou de la personne qu'elle aime. Elle souhaite que ça reste à elle. Ça veut dire là, je suis à ma femme, je lui appartiens. Maintenant, quand je suis dans le cinéma, c'est pourquoi je la prends, par moment je la prends, je l'intègre aussi, je l'amène aussi dans le cinéma, pour qu'elle comprenne qu'il y a de ces gestes, de ces faits aussi qui sont comme, qui ne sont pas une réalité, qui sont entre guillemets des effets spéciaux, une mise en scène. Pour dire qu'elle peut accepter demain ou après-demain que je tourne un film avec une dame ou avec une demoiselle qui va jouer le rôle de ma femme dans le film. Et elle sera là en train de nous assister, mon assistante personnelle. Voilà, elle a déjà compris, ma femme a déjà compris. Et c'est la première personne qui soutient toutes mes visions, tous mes projets que j'ai. Et là, elle a toujours été là à me soutenir. Par moments, je réalise beaucoup de choses. Par moment, la nuit, comme tout époux qui doit passer 8 heures du temps sur le lit avec sa femme, mais moi, par moment, j'ai fait 2 heures du temps. Donc, elle me donne déjà 6 heures. Les 6 heures du temps, pourquoi? Je dois me réveiller, je dois écrire, je dois me réveiller, je dois faire les montages vidéo, je dois me réveiller, je dois faire beaucoup de choses, je dois prier, je dois chercher le Seigneur. Par moment, nous devons couper nous tous les sommeils pour nous mettre à genoux, prier le Seigneur, que le Seigneur nous enseigne. Ça dit ça, c'est comme un secret que je suis en train de vous révéler, mais comprenez que ma femme a déjà compris que je réalise les grands projets, surtout la mission pour laquelle le Seigneur m'a déjà fait venir dans ce monde. Voilà, dès le départ, j'ai répondu à cette question. Je suis un influenceur. Un leader, c'est un influenceur. Tu ne peux pas être leader
sans toutefois influencer les autres. Partout que je me retrouve, j'influence d'abord mes élèves. Avec les élèves, nous nous voyons pendant la journée. Mais avec mes enfants, je suis là à tout moment avec mes enfants. Je les influence. Ça veut dire que je les communique. Ma vraie identité, l'identité d'un champion, je les communique. Et j'ai essayé de les observer. On dirait, moi-même, je me suis réparti dans les 6 enfants. Je regarde chez l'enfant, je peux observer, bon, une de mes filles là que je vois, elle a des logiques, rigueur sur rigueur. Parfois quand elle me parle, tu peux sentir comme si elle est insolente, mais en réalité c'est moi. Je me vois moi en train de parler. Elle dit, papa, non, toi tu nous dis ça. Tu nous dis de faire ça, ça, ça. Et alors moi je suis au point de faire ça. Tu veux me l'interdire? Non, non, c'est pas normal alors. Une fille de moins de 10 ans qui me dit ça, je comprends déjà que je suis en train d'atteindre mes objectifs. Tous mes enfants, ce sont mes produits, même ce sont mes... Mais chacun avec ses caractéristiques personnelles, hein, mais je me vois dans mes enfants. À chaque fois que je regarde mes enfants, je me vois dans mes enfants. Je vois mon garçon aîné, lui aussi, il a le talent de l'écrivain. Il écrit. Il écrit. C'est un enfant. À son âge là, il est enfant. Mais quand il écrit, vous sentez que si on essaie de l'accompagner, de le soutenir, il va produire aussi dans les jours à venir des grands livres. Ça veut dire, je me vois déjà chez les autres. Chez mes enfants, je me vois déjà. Voilà, le plus grand héritage que je compte laisser à mes enfants, d'abord, c'est Jésus-Christ. Mes enfants doivent croire au Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois, je le dis, ils ne peuvent pas réussir sans Jésus-Christ les soutenir. Ils ne peuvent pas aller loin sans Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand héritage. Le deuxième héritage, c'est une bonne scolarisation, si je peux dire ça. Mon papa me disait toujours, Daniel, le plus grand cadeau que tu peux laisser à tes enfants, ce sont les études. Permets à tous tes enfants de bien étudier. Ils peuvent manquer les habits pour la fête de Noël. Ils peuvent manquer les habits pour la fête de bonne année. Ils peuvent se sentir complexés pendant 1 jour ou 2 jours. Mais manquer la bonne scolarisation, c'est les tuer toute leur vie. Mieux vaut accepter que tes enfants souffrent pendant 5 jours parce qu'ils ont manqué les habits de bonne année, les habits de Noël. Mais n'accepte pas que les enfants souffrent toute leur vie en train de dire pourquoi papa n'a pas payé pour nous les études. Fais à ce que tes enfants puissent étudier. Ça, c'est le deuxième héritage. Et le troisième héritage que je compte laisser à mes enfants, c'est une vie équilibrée. Ça veut dire qu'ils aient une maison à eux, où chaque enfant a sa maison à lui. Qu'ils ne souffrent pas comme moi j'ai eu à souffrir dans mon passé. Mon passé, j'ai eu à beaucoup souffrir. Beaucoup, pour ne pas dire trop. Déjà en passant là, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. C'est une histoire que je n'aime pas raconter, mais je sens que c'est intéressant, ça peut aider quelqu'un. Si ce n'est Dieu seul me soutenir, je ne pouvais pas devenir ou être ce que je suis aujourd'hui. En 3e primaire, je ne sais pas si on peut estimer l'âge de l'enfant qui est en 3e primaire. L'enfant de 3e primaire, je me rappelle, j'ai chômé la 3e primaire et je l'ai étudié après 1 année. Qu'est-ce que je faisais pendant 1 année là? Les gens connaissent bien, en 1992, quand on souffrait là de Bibacolé, il y a eu une souffrance. Pendant ce temps-là, mon papa vivant, ma maman vivante, ils se débrouillaient aussi de leur côté pour avoir l'argent, les moyens de survie, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai abandonné les études pour aller ramasser à la douane de Kipushi. Les gens qui connaissent bien la douane de Kipushi, ils peuvent témoigner. J'allais là à la douane de Kipushi, j'entrais à la douane. Comme tout enfant pouvait passer à la douane sans payer, j'ai ramassé les maïs, les grains de maïs. Je remplissais mon sachet le soir. J'ai ramassé les patates. Et parfois, je faisais la mendicité.
il y a une idée que ma maman m'avait donnée. Il dit, si tu veux demander, dis que babangu chaque fois que mamangu shina na kaji, munisaidie ko. Il y a ceux-là qui me donnaient de l'argent. Et le soir, j'ai rentré avec les maïs ramassés. J'ai rentré avec les patates, que ce soit pommes de terre ou patates douces, les bingovu. J'ai rentré aussi avec l'argent. Et j'ai donné à ma maman. Je voyais ma maman qui faisait couler les larmes. Mais elle recevait. Et je nourrissais toute la famille juste avec ça. Bon, si à l'époque mon papa avait de l'inspiration, il pouvait déjà comprendre que mon enfant c'est un entrepreneur. Un entrepreneur est là, c'est comme un bien-être universel qui est là pour les autres, pour servir les autres. Je ferme la parenthèse, c'est pas une bonne histoire. Je crois que cette question j'ai déjà répondu. Dans 10 ans, je souhaite avoir d'abord un bon financement pour mon entreprise. Si j'ai seulement un bon financement pour mon entreprise TTM, dans 10 ans, je vais me concentrer pour TTM, je vais encadrer beaucoup d'élèves, je vais coacher beaucoup de gens dans le domaine d'entrepreneuriat et par moment même financer les jeunes entrepreneurs. Parce que c'est la plus grande faiblesse que j'ai constatée chez les entrepreneurs congolais. Les jeunes ont des bons projets, mais ces projets-là n'ont pas de financement. Mais moi, je crois dans 10 ans, je peux financer les projets des jeunes. Je me vois un peu stable et aussi capable de rendre service financièrement, pas seulement intellectuellement comme je suis en train de le faire. Le but final, ou mon plus grand but dans cette vie, je peux parler comme David qui avait dit, je compte un jour mourir rassasié de mes jours. Ça veut dire là, Daniel Ebondo qui meurt, rassasié de ses jours, rassasié de ses bénédictions, la personne qui aura déjà accompli ou réalisé ses plus grands rêves, ses plus grands projets, la personne qui laissera sa famille dans une grande stabilité. C'est-à-dire, je ne souhaite pas que mes enfants, quand ils vont commencer à me pleurer ces jours-là à la morgue, que mes enfants me disent, oh papa, utatuacha nani, tutenda kwa nani, auprès de qui irons-nous, qui va payer pour nous les études, qui va nous nourrir. Non, non. Je souhaite que mes enfants, quand ils vont commencer à pleurer, qu'ils me disent, non papa, tu étais notre ami, avec qui on va voyager, avec qui on va partager le gâteau, avec qui on va chanter, avec qui on va participer au tournage du cinéma. Papa, voilà ce que je souhaite moi. Je souhaite mourir dignement, partir dignement, dans la joie, avec un sourire aux lèvres. Voilà.